Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche de plus en plus de monde. Non, ce n'est pas juste une mauvaise journée au bureau, c'est bien plus que ça. On va parler du burn-out ou de l'épuisement professionnel. On va essayer de comprendre ensemble ce qui se cache vraiment derrière ce mot. Alors souvent, tout part d'un sentiment qu'on connaît toutes et tous, le stress. Cette pression de tous les jours, l'impression d'être tout le temps dans une course. C'est un peu le point de départ, le terrain connu si on veut. Mais la vraie question, c'est quand est-ce que ça dérape? À quel moment ce stress quotidien bascule vers quelque chose de plus grave, de plus profond? C'est justement cette ligne de bascule qu'on va regarder de plus près. Et là, il y a une différence fondamentale à faire. Le stress, imaginez, c'est le trop-plein. On est surinvesti, hyperactif, toujours dans l'urgence. Le burn-out, lui, c'est tout l'inverse. C'est le vide. On se désengage, on se sent impuissant, les émotions sont comme anesthésiées. Ce n'est vraiment, mais alors vraiment pas la même chose. Pour y voir plus clair, on peut s'appuyer sur les travaux d'une chercheuse pionnière sur le sujet, Christina Maslach. C'est elle qui le définit comme un véritable syndrome d'épuisement professionnel. Ce qui veut bien dire que ce n'est pas juste un coup de fatigue, non, c'est un état bien défini, presque clinique. Et ce syndrome, en fait, s'il repose sur 3 piliers, 3 dimensions principales. Ce chiffre 3, il est vraiment important, c'est un peu la clé pour tout comprendre. Alors, le premier pilier, c'est l'épuisement émotionnel. C'est quand on se sent complètement vidé, comme si on n'avait plus aucune ressource à donner. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle la dépersonnalisation. Un mot un peu barbare pour dire qu'on devient cynique, qu'on prend de la distance avec son travail et même avec ses collègues. Et enfin, le troisième, c'est le sentiment d'accomplissement personnel qui s'effondre. On a l'impression que ce qu'on fait ne sert plus à rien, qu'on est devenu inefficace. Et là, attention, il y a une chose super importante à dire. Le burn-out, ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas un manque de motivation. C'est la conséquence d'un environnement, d'une situation de travail qui dure, ce n'est pas une faille personnelle. Bon, maintenant qu'on a posé la définition, voyons le côté pratique. Comment est-ce qu'on le repère concrètement? Quels sont les petits drapeaux rouges, les signaux d'alerte qui doivent nous mettre la puce à l'oreille? D'abord, il y a les signes émotionnels. Le plus évident, c'est souvent cette fatigue intense. Mais attention, pas la fatigue normale après une grosse journée. Non, celle qui ne part pas, même après une bonne nuit de sommeil. Il y a aussi l'irritabilité, on devient à fleur de peau. La motivation qui disparaît, pour tout. Et puis, ce fond d'anxiété ou de tristesse qui est là tout le temps. Et bien sûr, le corps, lui aussi, il envoie des signaux. Le sommeil peut devenir un vrai problème. On dort mal, on se réveille. Les maux de tête deviennent fréquents. Et cette fameuse fatigue chronique s'installe pour de bon. C'est un peu l'image de la batterie de téléphone qui est toujours à 5%, quoi qu'on fasse. Forcément, tout ça a des conséquences directes sur le travail. On peut remarquer une baisse de performance assez nette, un désengagement qui s'installe, on prend ses distances. Et ça peut même se traduire par des retards ou des absences plus fréquentes. D'accord, donc on a les symptômes. Mais pour agir, il faut comprendre la source du problème. Alors d'où ça vient tout ça? Quelles sont les causes profondes de cet épuisement? Ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il y a souvent deux types de causes qui se mélangent. D'un côté, il y a ce qui vient de l'organisation du travail, la surcharge, le manque de reconnaissance, la pression constante, des objectifs pas clairs. Et de l'autre côté, il peut y avoir des traits de personnalité, comme le perfectionnisme ou la difficulté à dire non, à poser des limites. Et quand les deux se rencontrent, eh bien, c'est souvent là que le risque est le plus grand. Et ça, c'est un point vraiment crucial à comprendre. Le burn-out, ça ne tombe pas du ciel du jour au lendemain. C'est un processus, une sorte de glissade progressive très lente, et souvent, on ne s'en rend même pas compte au début. D'ailleurs, ce processus, on le décrit souvent en plusieurs étapes. Au début, il y a une phase de surexcitation, on est à fond, ça mène à un surinvestissement total. Mais à force de tirer sur la corde, évidemment, la fatigue s'installe. Puis vient la désillusion, on se rend compte que tous ces efforts ne payent pas comme on l'espérait. Et la dernière étape, eh bien, c'est l'effondrement. Bon, le tableau peut sembler un peu sombre, mais la vraie question c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut agir? La bonne nouvelle, c'est que oui, on peut prévenir ça. Alors regardons un peu les pistes de solutions. Et d'abord, il faut dire que la responsabilité n'est pas que sur les épaules de l'individu. L'entreprise a un rôle énorme à jouer. Par exemple, en mettant en place une vraie culture du retour, du feedback, en s'assurant que la charge de travail est juste et humaine. Et, un point hyper important aujourd'hui, en respectant le droit à la déconnexion. Mais bon, on ne peut pas toujours attendre que l'entreprise bouge. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut aussi agir à son propre niveau. Il y a des outils, des stratégies personnelles qui sont vraiment efficaces pour se protéger. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre dans sa propre boîte à outils? Il y a des choses simples. Pratiquer la respiration consciente. Juste quelques minutes par jour, ça calme tout le système. Faire de vraies micro-pauses actives, c'est-à-dire se lever, bouger. Apprendre à gérer ses pensées avec des techniques qu'on appelle les TCC, les thérapies cognitivo-comportementales. Et bien sûr, apprendre à mieux prioriser ses tâches. Tiens, un exemple tout bête de gestion des pensées. C'est de passer de cette petite voix qui dit « je dois absolument tout faire parfaitement » à une autre qui dit « je fais de mon mieux et c'est déjà très bien ».
Rien que ça peut changer complètement la pression qu'on se met soi-même. C'est un petit changement de phrase, mais un énorme changement de perspective. Alors, pour que tout ça ne reste pas que de la théorie, comment on passe à l'action? Comment est-ce qu'on peut se créer un petit plan d'action, très concret, très personnel? Et l'idée, ce n'est pas de tout changer dans tout. Le secret, c'est de commencer petit. On peut utiliser une structure toute simple. D'abord, identifier une chose à arrêter. Par exemple, regarder ses emails de travail après 20 heures. Ensuite, une chose à continuer, une activité qui fait du bien, qui ressource. Et enfin, une chose à commencer. Par exemple, prendre 5 vraies minutes de pause pour respirer chaque jour. En fait, si on résume, on se rend compte que la première étape, la plus importante, c'est la prise de conscience. Juste le fait de comprendre ce qu'est le burn-out, de savoir en reconnaître les signes, c'est déjà faire un pas de géant pour reprendre le contrôle de son bien-être. La question qui reste, c'est donc quelle pourrait être cette toute première étape? Quelle serait la plus petite chose possible à mettre en place, peut-être même dès aujourd'hui? C'est sur cette réflexion que cette analyse se termine. Merci.